Chers étudiants, bonjour. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois et que vous vous êtes habitués à cette nouvelle méthode d'enseignement. Dans cette vidéo, on va traiter la série de TD numéro 4 qui est consacrée à l'électrocinétique. En l'occurrence, on va aborder les 3 premiers exercices de la série. Donc, je vous demande vivement d'imprimer la série qu'on avait déjà déposée sur le site du Centre universitaire de Mornian et de la voir sous les yeux pour que vous puissiez suivre. Autre chose, je souhaiterais avoir une interaction de votre part. Pour ceci, donc j'ai noté mon adresse email en bas. Et je serai très ravie de répondre à vos questions. Alors, on va commencer par l'exercice 1 de la série, que je vais le lire quand même. Alors, un courant électrique d'intensité 4 ampères parcourt un fil de cuivre. Quel doit être le diamètre du fil pour que la densité de courant soit J égale 10,2 10 puissance 6 ampères par mètre carré. Donc, je veux avoir une densité J égale à 10,2 10 puissance 6 pour un courant de 4 ampères. Quel est le fil que je dois choisir? Donc, quelle est la dimension du fil, c'est-à-dire quel est le diamètre du fil? Donc, la relation entre la densité de courant J et le diamètre, elle peut être donnée par J égale à I sur S, tel que S, c'est la section du fil. Donc, quand je dis la section, c'est la surface, c'est une surface, d'accord, mais une surface de la section. En arabe, on a précisé que huwa al-maqta'. Alors, la section d'un fil cylindrique, parce que le fil, il est cylindrique, la section de ce fil, quand je coupe ce fil cylindrique, je trouve une section sous forme d'un disque. Ça veut dire que S, c'est pi r au carré. C'est la surface du disque. De ces deux équations, je trouve que J égale à I sur pi r au carré. Moi, comme donnée de l'exercice, j'ai le J, j'ai le I. Bon, le pi, c'est connu. Je dois chercher le D. Donc, ce R qui est le rayon, je vais le remplacer en fonction de D, sachant que R égale à D sur 2. D, c'est le diamètre, le qatr. Et R, ou nisf al qatr. Donc, je remplace. Je trouve que J égale à 4I sur pi fois D au carré. Et finalement, que D égale à 4I sur pi fois J à la puissance 1/2. Je calcule. Et je trouve que le diamètre D, pour avoir une densité J égale à 10,2 10 puissance 6 ampères, doit être J égale à D égale à 0,5 10 puissance moins 6 mètres. Pour la deuxième question maintenant, il s'agit de trouver une vitesse. Donc, en sachant que dans le cuivre, il y a 2,3 10 puissance 29 électrons libres. Calculer la vitesse moyenne des électrons libres dans ce fil. Et on donne la charge de l'électron, c'est moins 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Donc j'ai la charge, j'ai le nombre de porteurs de charge et je dois trouver la vitesse. Alors la relation entre la vitesse et la charge, elle fait intervenir la densité de courant J qu'on avait déjà comme donnée dans la première question. Justement, J égale à N fois Q fois V, c'est-à-dire que V égale à J sur NQ, tel que J c'est la densité de courant, N c'est le nombre de porteurs de charge et Q c'est la charge. Alors la charge de quoi? Qui est responsable du transport? C'est les électrons. Donc Q, c'est la charge des électrons. Je remplace et je trouve que la vitesse V égale à 2,77 10 puissance moins 4 mètres par seconde.
Alors, dans ce résultat, on remarque bien qu'il y a un signe moins, un signe négatif pour la vitesse. Alors, ce signe, qu'est-ce qu'il traduit réellement? Parce que la vitesse ici, c'est un vecteur. Donc, le vecteur, il est déterminé par sa norme, par son sens et par le porteur. Donc, le signe moins ici indique le sens. Un sens, quand on voit un moins, c'est un sens inverse. Alors, le signe moins indique que le déplacement des électrons se fait dans le sens inverse du courant. Donc, le déplacement des électrons, qui est traduit par la vitesse, il se fait dans un sens inverse de J, de la densité. On passe maintenant au deuxième exercice. Pour le deuxième exercice, nous avons deux circuits qui sont semblables. Donc, ils contiennent les mêmes résistances, mais l'entrée du premier circuit, elle est différente de l'entrée du deuxième circuit. Donc, nous avons deux schémas qui sont semblables, mais qui sont différents. Alors, calculer la résistance électrique équivalente entre A et B dans les deux circuits suivants. Et on nous donne les valeurs des résistances. Alors, je commence par le cas A. Pour le cas A, j'ai le courant qui va entrer par le point A. Donc, il est indiqué par la flèche. Il entre, il va trouver un nœud. Alors, à partir de ce nœud, il y a trois branches. Il y a la branche qui comporte les résistances R4 et R5, qui est en haut. Il y a la branche du milieu qui comporte la résistance R3. Et il y a la branche d'en bas qui comporte les résistances R1 et R2. Donc, le courant qui vient de A, il va se diviser en trois. Il va passer dans les trois branches. Et après, il va se réunir dans le nœud de sortie pour sortir du point B. Alors, on va commencer par la branche qui est en haut, qui comporte R4 et R5. On remarque que R4 et R5 sont associés en série. Ça veut dire que R4,5, elle est égale à R4 plus R5. Alors, j'appelle R4/5, c'est la résistance équivalente entre R4 et R5, qui est égale à la somme des deux résistances R4 et R5 parce que les deux résistances sont en série. Je calcule et je trouve R4,5 égale à 7 ohms. Pour les résistances R1 et R2 qui sont en bas, c'est la même chose. Elles sont groupées en série. Donc, si je calcule la résistance équivalente entre R1 et R2, je la nomme R1/2. Et elle serait la somme des deux résistances R1 et R2. Je calcule et je trouve R12 égale à 2 ohms. Donc, après avoir calculé R4,5 et R12, et j'ai le R3 qui est au milieu, je peux facilement simplifier mon schéma, donc mon circuit, et j'obtiens un circuit plus simple. Donc, R4,5 en haut, R3 au milieu, R12 en bas, et bien sûr, j'ai les deux nœuds de l'entrée et de la sortie. Et là, facilement, je peux calculer la résistance équivalente totale qui est une résistance équivalente entre les trois résistances R4,5, R3 et R12 branchées en parallèle. Donc, je vais la calculer de la manière suivante. 1 sur R équilibre égale à 1 sur R4,5 plus 1 sur R3 plus 1 sur R12. Je calcule et je trouve que R équilibre, bien R équivalente, égale à 7/8 ohm. Donc, on va passer maintenant au deuxième cas. Dans le deuxième cas, nous avons le même circuit, donc les mêmes résistances, mais le courant d'entrée, il va entrer par le point A, il va trouver un nœud
en haut. Et à sa droite, il y a une résistance R4. À sa gauche, il y a une résistance R5. Si je vais suivre les deux courants, donc le courant qui va passer dans la résistance R5 va directement trouver le nœud de sortie. Par contre, le courant qui va passer dans la résistance R4, il va trouver un autre nœud et donc il va se rediviser en deux parties. La première partie, elle va parcourir la résistance R3 et la deuxième partie, elle va parcourir les résistances R1 et R2. Donc, si je vais essayer de simplifier le circuit, je vais pouvoir dessiner ce circuit. Donc, je commence par vraiment les dernières résistances, donc R1 et R2 qui sont branchées en série, et je calcule R12, c'est R1 plus R2. Ensuite, bon, je vais faire une application numérique. Je trouve R12 égale à 2 ohms. Ensuite, cette résistance R12, elle est branchée en parallèle avec la résistance R3. Et pour calculer la résistance équivalente entre R12 et R3, je vais écrire 1 sur la résistance R123, elle est égale à 1 sur R12 plus 1 sur R3. Je fais une application numérique et je trouve que la résistance R123 est égale à 1 ohm. Alors ensuite, je vais associer cette résistance R123 avec la résistance R4 et elles seront branchées en série et je vais faire la somme pour trouver la résistance R1234 et je trouve R1234 égale à 2 ohms. Après, je vais associer cette résistance R1234 avec la résistance R5. Donc, elles sont groupées en parallèle. Et je trouve finalement la résistance équivalente totale, c'est 1 sur R1234 plus 1 sur R5. Je calcule et je trouve la résistance équivalente égale à 3,5 ohms. Donc, voilà ce qui est pour l'exercice 2. La chose la plus difficile, c'est de savoir comment le courant il circule dans le circuit. Maintenant, on va passer à l'exercice 3. Donc, dans l'exercice 3, nous avons 4 résistances dans un circuit. Nous avons un générateur de tension E. Et on nous demande de calculer le courant I1 qui sort du générateur E. Alors, on nous demande de calculer ce courant I1 premièrement en utilisant les lois de Kirchhoff. Et dans la deuxième question, en utilisant la résistance équivalente. Donc, je vais commencer par utiliser les lois de Kirchhoff pour répondre à la première question. Alors, les lois de Kirchhoff comportent deux lois. La première loi, c'est la loi des nœuds. Et la deuxième loi, c'est la loi des mailles. C'est pour cette raison qu'on dit les lois et on ne dit pas la loi de Kirchhoff. Donc les lois, il y a deux lois, loi des nœuds et loi des mailles. Pour ce qui est de la loi des nœuds, elle traite les courants électriques. Et elle dit que quand je prends un nœud, n'importe quel nœud, la somme des courants électriques qui entrent est égale à la somme des courants électriques qui sortent. Donc, ici, dans ce circuit, j'ai par exemple deux nœuds. J'ai un nœud qui est en haut, en vert, je l'ai schématisé, je l'ai coloré en vert, et un nœud qui est en bas, en vert aussi. Donc, c'est les seuls nœuds qui existent dans le circuit. Et alors, on peut voir que ces deux nœuds sont vraiment équivalents. Quand je dis équivalent, ça veut dire quand je vais appliquer la loi des nœuds, que ce soit pour le nœud supérieur ou bien pour le nœud inférieur, je trouve la même relation. Alors, on va essayer de le faire. Pour le nœud d'en haut, il y a le courant qui entre, c'est I1, et le courant qui sort, c'est I2 et I3. Donc, j'écris I1 égale à I2 plus I3. En bas, la même chose. Les courants qui sortent,
c'est I1. Les courants qui entrent, c'est I2 et I3. Donc, ces deux nœuds me donnent la même équation, I1 égale à I2 plus I3. Maintenant, je vais appliquer la loi des mailles. Alors, pour appliquer la loi des mailles, j'ai quelques règles à suivre. La première, elle dit que je dois imposer un sens de courant. Donc, je l'ai fait dans la première partie, je l'ai fait dans la loi des nœuds. Donc, c'est bon. Mon sens de courant y est. Après, je vais représenter les potentiels. Donc, pour chaque élément du circuit, je représente un potentiel. Ça veut dire pour les 4 résistances, je vais leur affecter un potentiel pour chacune. Et aussi pour le générateur, je vais lui affecter aussi un potentiel. Alors, pour les résistances, le potentiel est toujours dans le sens inverse du courant. Par exemple, si je prends la résistance R3, le courant il vient de gauche à droite, c'est le courant I3. Donc, le potentiel V3 qui est propre à cette résistance R3, il va être de droite à gauche, donc l'inverse du sens du courant. Pour, par exemple, la résistance R2, le courant, il est d'en haut vers le bas, I2. Alors, le potentiel V2 qui appartient à cette résistance R2, il va être le sens inverse du courant, donc il va être du bas vers le haut. Alors, pour le générateur, tout le monde sait que à l'intérieur du générateur, le courant, il est du pôle positif vers le pôle négatif. Ça veut dire que le potentiel du générateur E, il est du pôle négatif vers le pôle positif. Donc, après avoir schématisé les potentiels, on va choisir une boucle de circulation des potentiels. Donc, cette boucle, elle sert à faire une projection de tous ces potentiels qu'on avait déjà représentés. Donc, la boucle, je l'ai schématisée dans le schéma d'après, je l'ai dessinée en vert. Donc, après avoir mettre la boucle, je vais facilement appliquer la loi. Alors, la remarque que je vais faire est la suivante. Et que le sens du potentiel de chaque résistance, il dépend des courants électriques. Il est l'inverse des courants électriques pour les résistances. Et pour le générateur, bien sûr, il est du pôle négatif vers le pôle positif. Alors que pour le sens des boucles, c'est un sens qui dépend de celui qui traite l'exercice. Ça veut dire chaque étudiant peut choisir un sens qu'il veut. Donc de gauche à droite, de droite à gauche, la boucle. Dans le choix de la boucle, vous êtes libre de choisir n'importe quel sens. Le plus important, c'est de respecter ce sens et de faire la projection suivant ce sens que vous avez choisi et de ne pas le changer au cours de l'exercice. Donc, je le choisis au début, je vais le maintenir et je vais finaliser l'exercice avec ce sens que j'ai choisi. Ben justement, je vais prendre la première maille qui comporte la résistance R1, la résistance R2 et le générateur E. Donc, je prends cette maille et je vais écrire la loi des mailles. Elle me donne E, qui est dans le même sens de la boucle, moins V1, parce que V1, c'est dans le sens inverse de la boucle, moins V2, c'est dans le sens inverse de la boucle, c'est pour ça que j'ai un moins V2 égale à 0. Pour la deuxième maille, j'ai le potentiel V3 qui est dans le même sens de la boucle, donc c'est un plus V3. J'ai le potentiel V4 qui est dans le même sens de la boucle, donc c'est un potentiel plus V4. Et j'ai le potentiel V2 qui est dans le sens inverse de la boucle, donc c'est un potentiel moins V2. Je vais remplacer le potentiel de chaque résistance par R fois I. Donc pour V1, c'est R1I1. Pour V2, c'est R2I2. Pour V4, la résistance V4, c'est R4 fois I3 parce qu'elle est parcourue par le courant I3. Et pour la résistance, la résistance R3, c'est le potentiel V3, il est égal à R3I3. Donc, je remplace.
Et je vais obtenir trois équations. Les deux viennent de la loi des mailles, plus l'équation qui vient de la loi des nœuds, qu'on avait déjà écrite pour la loi des nœuds. Donc ces trois équations, on va les combiner pour chercher les courants I1, I2 et I3. Ça veut dire que ces trois équations, elles comportent trois inconnus. C'est I1, I2 et I3. Bien sûr, les résistances et la valeur de E, c'est des données de l'exercice. Donc, pour solutionner ce système de trois équations, vous avez plusieurs méthodes que vous avez étudiées en mathématiques. Donc là, c'est très simple. Je vais étudier la méthode du remplacement. Et donc, je vais prendre l'équation 1, je vais la remplacer dans 2 pour éliminer l'inconnu I1. Donc, qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve que E moins R1 fois, donc je remplace le I1 par I2 plus I3. Et je continue, moins R de I2 égale à 0. Et pour la troisième équation, elle va rester telle qu'elle est. Qu'est-ce que je fais? De la troisième équation, je vais remplacer, je vais tirer I2 en fonction de I3, que je vais appeler étoile. Donc I2 égale à R3 plus R4 sur R2 fois I3. Et je vais la remplacer dans l'équation, dans la première équation. Ça veut dire dans l'équation E moins R1 plus R2 fois I2 moins R1 I3. Donc quand je remplace I2 ici, je vais avoir une seule inconnue qui est le I3. Donc, je calcule I3, je vais trouver en fonction de E et en fonction des résistances. Après, je vais prendre l'équation étoile et je vais remplacer la valeur de I3, l'expression de I3 dans l'étoile. Je vais faire après une application numérique et je vais trouver que I3 c'est 1/4 ampère, que I2 c'est 1/8 ampère. Donc on a trouvé I3, I2. Maintenant pour trouver le I1, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser la loi 1, la loi qui vient, l'expression qui vient de la loi des mailles qui me dit que I1 égale à I2 plus I3 et je trouve que I1 égale à 3/8 ampère. Alors, maintenant, pour la deuxième question, je vais utiliser la méthode de la résistance équivalente. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai R3 et R4 en série. Donc, je calcule R3, 4 égale à R3 plus R4. Ensuite, je calcule R2 en parallèle avec R3, 4. Pourquoi en parallèle? Parce que j'ai un nœud en haut. Ici, je l'ai schématisé. Ça veut dire que le courant I1, quand il vient, il va parcourir la résistance R1. Il va trouver après un nœud. Donc, après le nœud, il y a deux branches. Il va se diviser pour passer dans la résistance R2 et ensuite pour passer dans la résistance R3. Donc, je calcule 1 sur R2, 3, 4 égale à 1 sur R2 plus 1 sur R3, 4. Donc, 1 sur R2, 3, 4, ça va être égal à 3 sur 20. Ensuite, je vais calculer la résistance équivalente totale qui est égale à R1 plus la résistance R2, 3, 4 qui sont en série. Donc, je trouve que R équivalente égale à 80 sur 3. Finalement, j'utilise la loi d'Ohm qui me dit que E égale à R I1. Ça veut dire que I1 égale à E sur R. Quand je dis R, c'est la résistance équivalente du circuit. Je calcule I1 égale à 10 fois 3 sur 80. Et je trouve I1 égale à 3 sur 8 ampères. Et c'est le même résultat qu'on avait trouvé auparavant dans la première question. Donc, je calcule le courant I1 par la méthode de la résistance équivalente ou bien par la méthode des lois de Kirchhoff. Ça me donne la même chose, c'est le même résultat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet exercice, c'est pour vérifier que les lois de Kirchhoff me donnent les mêmes résultats que lorsque je calcule par une résistance équivalente. Donc,
les lois de Kirchhoff sont très justes pour calculer les courants électriques. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et à des prochaines vidéos, Inch'Allah.